Alors bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog que j'ouvre en extérieur, comme vous pouvez le voir, en ce mardi, encore une fois très caniculaire, donc c'est le seul moment où vous pourriez me voir à l'extérieur, sinon c'était complètement inhumain. Alors voilà que débute une nouvelle semaine de lecture et j'ai commencé ma semaine avec quelque chose de rassurant. J'ai hésité en quelques lectures encore une fois, puis là j'ai décidé de me lancer tout de suite dans mon défi de Read Christie 2023, la contrainte du mois de septembre, qui était de lire un Agatha Christie dont le motif des crimes était la hatred, la haine, kind of. Et il proposait dans le fond Appointment with Death, qui est un Hercule Poirot. Et comme il y avait d'autres titres qui étaient proposés également, mais j'ai vraiment tout lu, incluant Appointment with Death. Je connais toutes les histoires. Puis je m'étais dit que peut-être que celui-là, je pourrais le redécouvrir. Et vous allez vous en douter, il était narré par le fameux Hugh Fraser, ce comédien qui a fait Hastings dans les adaptations de la BBC, je vous le dis plein de fois, mais que j'adore comme narrateur. Donc, j'ai décidé de me lancer dans Appointment with Death, où on va retrouver les personnages à Jérusalem, dans un hôtel, pardon, mon Dieu, l'hôtel Solomon, je crois. Et on va y trouver la famille Boyton, qui est une famille américaine, donc avec une matriarche et plusieurs enfants. On va retrouver aussi Sarah King, qui est une étudiante, tout fraîchement diplômée de médecine, Dr. Gerard et Hercule Poirot. Pour le moment, je suis à peu près rendue... j'ai fait à peu près le 5e et Hercule Poirot n'est pas encore intervenu. Donc c'est intéressant, c'est un Agatha Christie qui implique Hercule Poirot, mais qui ne l'implique pas trop tôt, ce qui fait que on a le temps de découvrir les personnages principaux et secondaires, ainsi que des lignes parallèles d'enquête, on pourrait dire. Donc, dans ce cas-ci, des lignes qui sont menées par Sarah King et Dr. Gerard, qui essaient de voir qu'est-ce qui se passe donc avec cette famille-là qui est un peu bizarre. Madame Boyton, qui est une matriarche terrifiante, qui semble avoir tous ses enfants sous sa coupe, qui sont pourtant pas des enfants en bas âge. La plus jeune a 19 ans. Les autres ont comme 23, 24, 30. Même le plus vieux est marié, puis sa femme habite avec eux. Et elle semble vraiment être un tyran. Et voilà, c'est comme ça. Ils s'en vont à Jérusalem. Et éventuellement, on va les retrouver alors qu'ils vont faire la visite des ruines de Petra ou du site d'archéologie de Petra. Je me souviens plus trop. Voyez-vous, je t'ai dit pour le relire. Et tout ce beau monde-là va finalement se recroiser à cet endroit-là, incluant Hercule Poirot, et la fatalité va frapper. On va bien voir si c'est la fatalité ou un humain qui va avoir frappé. J'avais l'impression que je me souvenais vraiment bien de l'histoire. Puis c'est pas faux, mais je l'ai vu vraiment souvent en adaptation télévisuelle. Et il y avait un petit peu dramatisé la situation par rapport aux enfants. Il avait changé pas mal de choses pour que ça soit peut-être un petit peu plus... c'est-à-dire que les personnages étaient les mêmes, mais les liens qui les liaient n'étaient pas vraiment les mêmes. La dynamique entre les enfants n'était pas vraiment la même. Donc, je suis quand même contente de voir c'est quoi la version originale. Jusqu'à maintenant, ça me plaît quand même bien. En même temps, c'est horrible parce que on voit le personnage de Madame Boyton qui est comme... Juste l'entendre décrire par l'autrice Agatha Christie et en plus narré par Hugh Fraser, ça la rend complètement détestable. Puis je vois pas trop comment on peut ne pas lever les yeux au ciel puis avoir le goût de la lancer au bout de nos bras. Mais bon, on verra bien. Alors, c'est ma lecture en cours. Sinon, pour la suite, je vais voir. C'est sûr que là, j'ai terminé le fameux défi La Palande des routes de Alex Bouquet-Entrada. Et je crois que je ne prendrai pas d'autres défis. Peut-être, je vais voir. Il y avait quand même des défis qui m'intéressaient, des défis littéraires. C'est plus pour me stimuler à varier mes lectures, mais dans le fond, il y en avait un qui était vraiment variant les lectures pour les 3 prochains mois. Fait qu'il y avait, c'était plus comme des genres différents. Il y a aussi le nouveau défi de Triple L de Mag, qui est un polar autour du monde. Donc, lire un polar d'un auteur d'une nationalité différente à chaque mois. Ça pourrait peut-être m'intéresser, puisque je lis quand même des polars, donc je me dis peut-être que je pourrais essayer d'explorer un peu. Puis c'est vrai que je me suis pas mal cantonnée habituellement. Là, pas récemment, là, j'ai lu des polars nordiques, donc j'ai plus lu Suède, Finlande, Suède, Norvège, Islande. Mais c'est vrai que je me cantonne habituellement plus à
Pas volontairement, mais ça donne comme ça dans le fond, Royaume-Uni, États-Unis. Donc, j'ai peut-être moins exploré en dehors de ça. J'avais quand même le polar de Christos Margianakis, l'auteur grec, que je vais peut-être découvrir aussi. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais faire ça, mais je ne ferai pas une pile à lire. Je vais sans doute le suivre, puis simplement mettre une nationalité différente à chaque mois. Là, je pense que je vais aller juste parce que ce serait peut-être intéressant de me sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors voilà. Écoutez, je vais sans plus tarder ouvrir ce vlog parce qu'on est quand même à l'heure où c'est très humide et j'ai l'impression que les moustiques vont bientôt sortir. Ou alors, c'est juste que là, on est en fait rendu en septembre, ça devrait se calmer. Mais dans ma cour, c'est quand même un bon potentiel d'éclosion de moustiques. Alors, voilà. C'est donc le début de ce vlog. Et puis, on se dit, allez, on se lance! Et bonjour! Alors, je vous prends rapidement dans l'extrême chaleur de ma studio mobile. Alors, ça va être court, je vous avertis, puis je vais sûrement devenir rouge comme une tomate. Mais il faut ce qu'il faut. Alors, c'est pour vous dire que j'ai terminé la lecture de Appointment with Death, donc le défi du mois de septembre de Read Tracy 2023. Et ma foi, j'ai bien aimé ça. En fait, dans les adaptations télévisuelles, ils ont vraiment beaucoup joué avec, ils ont donné beaucoup de latitude pour adapter tout ça. Donc, même le dénouement, donc pour moi, la chute a été une surprise. J'avais pas l'impression que c'était vraiment les personnes concernées. Je pensais pas que c'était celle-là. Donc, tant mieux que je l'ai relu. C'est intéressant. C'est un cours Agatha Christie et qui fait vraiment plonger dans le côté sombre de l'âme humaine. Donc, attention, c'est quand même un Agatha Christie qui m'enseigne des agissements affreux un peu. Comme je vous disais, là, on parle ici de la matriarche qui a vraiment tout d'un tyran et qui est d'une cruauté sans nom. Et qui fait beaucoup surgir la réflexion au sujet de est-ce que, en fait, le bien et le mal. Est-ce que le crime est toujours mal? Est-ce que le crime, si ça concerne une personne qui est déjà cruelle puis qui commet des crimes elle-même, est-ce que c'est toujours aussi mal? Et comme vous savez, Hercule Poirot là-dessus, il est assez carré. Donc, c'est intéressant quand même. Il est un petit peu plus loin que juste une intrigue habituelle à la Agatha Christie. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ce livre-là est divisé en deux parties. Donc, la première partie, comme je vous disais, elle est menée par les personnages impliqués eux-mêmes. Donc, particulièrement par la jeune docteur Sarah King et le docteur Gerard. Et à partir la deuxième partie, donc lorsque le crime aura eu lieu, Poirot va être interpellé in extremis. Il va avoir 24 heures pour résoudre l'enquête. Donc, si jamais ça vous dit, c'est un des bons Agatha Christie. En français, c'est Rendez-vous avec la mort. Et puis, pourquoi pas? Sinon, j'ai décidé de me lancer enfin, parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste d'envie. J'avais envie de le commencer, mais je me disais toujours, je suis pas trop dans le mood pour le faire. Mais là, il est tellement passé partout que je me suis dit, mais en fait, je l'ai vu passer, je pense, chez Alex Bouquet dans Prada, qui d'autre, Margot Liseuse, je me souviens plus trop, mais bref, vraiment un peu partout. Et ça m'a donné envie finalement de m'y plonger. Donc, il s'agit de Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. En français, c'est L'étrange vie d'Elisabeth Zott, je pense. Je me souviens plus, je vais vous mettre la couverture. Et écoutez, jusqu'à maintenant, je l'écoute en livre audio, mais c'est sûr que je l'ai aussi pris en numérique, donc c'est sûr que je vais quand même sans doute le terminer en numérique parce que je vais vouloir absolument avoir la fin. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Elisabeth Zott, qui est une chimiste, et on va la suivre à partir du moment où elle est sortie de l'école dans les années 50, et ensuite lorsqu'elle va être mère et qu'elle va finir par devenir étrangement la Julia Child des émissions télévisuelles. Donc, elle va s'occuper de faire une émission de cuisine en fin de journée en mode gros bon sens et no nonsense. Donc, c'est sûr que c'est cette espèce d'intrigue-là, mais on va surtout voir à travers de ce que je peux comprendre. Je ne suis pas rendue très loin, je suis au chapitre 3. Mais de ce que je peux comprendre, c'est qu'on voit surtout, c'est vraiment un livre féministe, on voit surtout à quel point, il n'y a pas si longtemps, il y avait des injustices par rapport aux femmes, particulièrement les femmes dans la science. C'est pas nouveau pour personne, mais c'est assez majeur. On parle pas juste d'injustice salariale ou d'opportunité, mais on parle évidemment d'abus, d'actes criminels, de choses comme ça qui étaient faites envers les femmes. Donc, jusqu'à maintenant, ça me semble intéressant. La plume est vraiment avec un bon humour. J'ai même souri des fois. J'ai été après ça complètement sous le choc quand j'étais mis devant les faits de situations terribles, d'abus que la personnage principale va malheureusement vivre. Donc, j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler pour la suite, mais bref, c'est ma lecture en cours. Alors,
Je vais vous en reparler dès que je peux. Mais comme vous pouvez le voir déjà à mon teint, peut-être que ça paraîtra pas finalement sur la vidéo finale, mais je commence déjà à mourir de chaud, alors je vais devoir mettre fin immédiatement à cette ce petit topo visuel parce que c'est la canicule encore aujourd'hui et je vais quand même pas mettre ma santé en jeu tout de même. Alors je vous dis à tout de suite. Hey, bonsoir! Alors, je vous reprends encore une fois avec un éclairage un peu douteux, mais je ne vais pas attendre, j'ai vraiment envie de vous parler d'une lecture que j'ai faite ce matin. On est vendredi, je suis en congé, j'ai une petite vacance impromptue et j'ai découvert, j'ai décidé de me plonger dans un service de presse que j'ai eu de la part des éditions Delcourt via netgalley.fr et c'est le dernier docu-BD roman graphique de Lou Luby qui est comme un oiseau dans un bocal. C'est un roman graphique qui aborde la notion de haut potentiel intellectuel, mais pas que. En fait, tout ce qui peut tourner autour de ça. Autant les tests pour essayer de détecter le haut potentiel intellectuel que les outils, que comment les personnes qui sont identifiées comme ayant un haut potentiel intellectuel perçoivent ça, comment la société perçoit ça, etc. Et comme d'habitude, avec Lou Luby, c'était une note parfaite, donc vraiment un mélange parfait de justesse, de sensibilité, cette fois-ci, elle était vraiment plus dans ce qui était mélange vraiment fiction-information, mais on n'est pas dans l'autofiction parce que cette fois-ci, ça va mettre en scène deux personnages différents, donc Birdie, qui a une tête d'oiseau et qui est un chef cuisinier qui travaille depuis, en cuisine dans le fond, c'est un chef cuisinier créatif qui travaille fort, sur qui on peut se fier et tout, et qui est toujours là pour les autres. Et tout semble bien aller pour lui. À un moment donné, par contre, dans une fête d'amis, pour laquelle il semble avoir un peu de... ça a l'air d'être un grand fan des grands rassemblements. Il va rencontrer Raya, qui est semble être une femme, mais en fait, c'est une poissonne dans un bocal. Donc, c'est un personnage ayant une tête qui est un poisson dans un bocal, une poissonne dans un bocal. Et il la rencontre en fait dans la cuisine parce qu'elle est à la fête puis elle n'est pas à l'aise du tout avec les autres, donc elle est vraiment dans sa bulle. Et Birdie va se rendre compte qu'ils ont l'air de parler un peu le même langage, donc ils ont l'air de vraiment bien se comprendre, poursuivre les phrases l'un de l'autre et tout ça. Et au fur et à mesure du roman graphique, dans le fond, on va comprendre que potentiellement, à la fois Birdie et Raya ont un haut potentiel intellectuel. Mais ce qui est intéressant avec Lou Luby, c'est qu'elle va vraiment être capable d'introduire plusieurs notions scientifiques, plusieurs notions informatives. Puis c'est jamais une approche en tunnel, par exemple, ceci est la définition et il n'y a pas rien d'autre. C'est toujours parce qu'en fait, en psychologie et tout ça, puis là, en fait, c'est plutôt en neurocognition, puisque c'est un haut potentiel intellectuel, donc c'est vraiment lié au fonctionnement du cerveau. Donc, c'est pas... Il y a des gens qui naissent avec un fonctionnement de cerveau qui est différent des autres puis qui fait en sorte qu'ils traitent l'information comme de façon super efficace. Et dans le fond, ça fait de ces personnes-là avec, là, je ne suis pas du tout une spécialiste, là, mais avec d'autres facteurs qui sont là, dans la mesure où il y a eu une approche puis une évaluation, ça peut faire de ces gens-là des gens qui sont à haut potentiel intellectuel. Mais des gens qui sont à haut potentiel intellectuel, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être des génies. Ça veut juste dire que leur cerveau traite l'information tellement efficacement que ça peut aussi se retourner contre eux autres. Ça peut créer de l'anxiété parce que c'est des gens qui vont être hyper sensibles, hyper vigilants, hyper anxieux parce qu'ils vont voir les choses venir beaucoup plus rapidement que d'autres personnes qui ne sont pas capables d'analyser l'information aussi rapidement. Bref, c'est ça qui est intéressant avec Lou Luby, c'est qu'elle va nous donner l'information
plein de points de vue. Il n'y a jamais une réponse qui est pointée. C'est plus comme on laisse au lecteur le soin de se faire une tête. Puis dans cette fois-ci, c'était vraiment... C'est à travers la fiction qu'on va le voir. On s'attache aux deux personnages. Les deux personnages ont une expérience différente, d'un vécu différent du haut potentiel. On voit que Birdie a eu la réaction de s'enfermer dans un carcan pour se mouler à ce qu'il croit que la société veut qu'il soit. Donc, ça se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, après un certain nombre d'années, c'est sûr qu'à un moment donné, son cerveau se rebelle puis il n'en peut plus d'être à ce moment, à ce point-là différent, mais pas en désaccord en fait. C'est comme s'il y a deux parties lui-même qui étaient en désaccord, là, qui il est vraiment puis qui manifeste au niveau social. Et Raya, de son côté, elle vit plus potentiel, elle vit plus cette réalité-là. Du côté anxiété, du côté sentiment d'imposteur, sentiment de toujours être pas dans la gang, pas, de pas vraiment appartenir au même monde que tout le monde, de pas... Elle change souvent de job parce que elle stanne rapidement et tout, elle est hyper sensible et tout. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est deux visions différentes. Pourtant, c'est quand même deux personnes qui ont de la... qui sont... Il y en a, bon, Birdie connaît... Il a déjà été identifié comme étant haut potentiel intellectuel, alors bon, quand il est plus jeune, ça s'appelait pas comme ça. Mais pour Birdie, pardon, Raya, c'est très récent, puis elle n'est pas sûre qu'elle est d'accord avec cette situation-là. Bref, pour moi, ça a été une lecture absolument coup de cœur, absolument coup de poing. Ça a résonné de façon personnelle beaucoup. Comme je pense que haut potentiel ou pas, ça peut résonner chez plusieurs personnes, puisque bien entendu, ce que ça fait, c'est que le haut potentiel intellectuel étant un fonctionnement du cerveau, puis certains de ces symptômes ne sont pas seulement liés au haut potentiel, c'est sûr qu'on peut quand même se sentir interpellé par ça, parce qu'évidemment, on parle ici d'hypersensibilité, de haut potentiel émotif, d'anxiété, d'hypervigilance, de pensée qui se disperse. J'essaie de citer de mémoire qu'est-ce que l'autrice a mis. Donc, c'est des choses ça, auxquelles plusieurs personnes peuvent s'identifier parce qu'ils vivent au quotidien, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont un haut potentiel. Bref, c'est vraiment une BD à mettre entre toutes les mains, tout comme elle a fait Goupil ou Face, qui était plus une autofiction sur la condition de l'autrice elle-même, qui était, je me semble, c'est la cyclothymie, je me souviens plus, mais c'était quand même quelque chose au niveau de la santé mentale qui n'était pas nécessairement évident à aborder puis à vulgariser, puis elle a vraiment ce don-là, puis c'est très riche, c'est très... il y a plusieurs couches d'informations, en même temps, c'est très humain, c'est très... ça attise la curiosité, on se sent interpellé, on a goût de s'identifier au personnage, que ce soit notre réalité ou pas. Donc vraiment, encore une fois, ça a été, ça a été complètement un coup de cœur. Alors écoutez, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'en Europe, ça paraît tout juste. Au Québec, je ne sais pas quand ça va paraître. Peut-être, si je trouve l'information, je vais vous la mettre au montage quelque part. Mais si jamais vous n'avez jamais encore lu Lo Luby, je pense que ça vaut vraiment le coup là, de vous lancer. Donc, pourquoi pas, ça dépend ce que vous voulez aborder, mais peut-être que Goupil ou Face, ça pourrait être une façon de la découvrir, puis de voir si vous aimez sa plume ou pas. Mais bref, je vais vous en parler parce que c'était vraiment été une excellente lecture. Et puis sinon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, j'ai eu une journée un peu, première journée de petites vacances, remplie de diverses choses, à la fois joyeuses et tristes, là, mais bref, peu importe. Et j'ai eu l'opportunité de découvrir en fait une nouvelle petite librairie. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de prendre quelques images, mais je ne voulais pas non plus envahir. C'est une petite librairie qui s'appelle N'était-ce pas l'été? C'est sur la rue Saint-Laurent à Montréal. C'est tout petit, c'est un mini inventaire. C'est une librairie, selon la propriétaire, qui s'identifie comme étant généraliste mais à tendance féministe et qui a une collection de zines extraordinaire. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent c'est quoi les zines, mais c'est des productions artistiques artisanales. Donc, souvent, ça va être sous forme de feuillets faits à la main, photocopiés, imprimés et tout ça, et comme distribués un peu de façon organique et non pas avec un ISBN puis un éditeur et tout ça. Et puis, ils ont vraiment une grosse variété aussi de zines. Donc, je me suis plu à me promener dans cette librairie-là. Et j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de faire un petit achat. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, me revoici. Donc,
L'achat que j'ai fait, c'est un livre que je sais pas, je ne l'ai pas vu passer pourtant. C'est un livre qui est paru aux éditions 2. Et on dirait que j'essayais de voir. Bon, voyez-vous, 2022. 2022. Fait que j'ai. Non, deuxième trimestre 2023 pour le dépôt légal. Donc, juin peut-être. Je ne l'ai pas vu du tout passer. Bref, le livre, ça s'intitule Le presque chien, ni Dieu ni laisse de Frédéric Elbaz, illustré par Pierre Pratt. Ça a l'air vraiment chouette. C'est un roman avec quelques illustrations de Pierre Pratt en monochrome. Je ne sais pas si je peux vous en trouver une autre, peut-être. Et ça m'a intriguée parce que je voulais la couverture. Comme toujours, les publications romans chez deux sont assez particulières. Habituellement, c'est des lectures coup de poing. C'est vraiment... ça a l'air d'être tout doux avec les illustrations. Puis souvent, on fait comme « Ouh, OK, je ne savais pas si ça se dirigeait à cet endroit-là. » Donc, je lis la quatrième. C'est un extrait, en fait, du roman, d'après ce que je peux comprendre. Quand on m'a demandé d'écrire mes mémoires, l'idée m'a tout de suite emballée. D'habitude, ce sont les hommes qui parlent en notre nom et au risque d'en décevoir certains, j'ai relevé beaucoup d'erreurs et d'inexactitudes nous concernant. Je déteste l'approximation, elle me fait dresser le poil et je ne suis pas à mon avantage tout ébouriffé. Pour certains, j'ai l'air abrupt et péremptoire, mais en réalité, la doute m'assaille. Le cours de ma vie a basculé quand ce qui me semblait être une évidence a volé en éclats et s'est transformé en une interrogation. Suis-je un chien? Donc, ça m'intéressait vraiment. Évidemment, ça a l'air d'être pas super doux, comme je peux vous dire. Je ne sais pas si c'est une alerte aux sensibilités qui est donnée là, mais ça dit que l'autrice Frédéric Elbaz raconte les inégalités, la rudesse de l'humain et son indicible soif de domination. Je ne sais pas si c'est en rapport avec les animaux de compagnie peut-être, mais bref, ça me tentait bien. Alors, j'ai décidé de me le procurer, pourquoi pas. Et écoutez, je pense que je vais le lire tout bientôt, tout bientôt. Donc voilà pour ma petite acquisition surprise de la journée à la librairie N'était-ce pas l'été. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais vous êtes à Montréal. Ça peut être chouette, c'est une librairie indépendante. C'est différent. L'inventaire, vous allez voir, c'est un tout petit inventaire, mais il y a vraiment une grande variété. Donc, ça vaut le coup de faire un petit tour. Des fois, sortir des grandes marges puis des grandes chaînes, ça fait du bien. Donc, je vous invite à aller la voir. Alors, sur ce, je mets fin à cette séquence qui sera sans doute un peu granuleuse en raison de la luminosité, mais c'est comme ça, j'avais trop envie de vous parler. Et puis, on se reprend quand je peux. Alors, bien le bonjour, me voici en direct de la studio mobile. En ce dimanche, cette fois-ci, je vais pas trop mourir de chaud, on est chanceux, c'est automnal et frais à l'extérieur, alors j'en profite pour vous parler après ce long périple en images. J'ai des petites vacances impromptues, comme je vous disais, mon amoureux également, et on a décidé de se laisser porter et d'aller faire une petite balade aux États-Unis hier. On est allé à Burlington.
Et comme d'habitude, quand je vais à Burlington, j'ai fait un petit arrêt par Crow Bookshop que vous avez vu au tout début. Étrangement, j'ai rien trouvé à Crow Bookshop. C'est vraiment rare, attends, je trouve toujours quelque chose. Il y avait plein de choses, mais on dirait que j'étais comme pas particulièrement interpellée par des titres en particulier. Mon amoureux a trouvé quelque chose lui de son côté. Et ensuite, bon, on a continué à se balader, on a passé une belle journée et tout. Et avant de partir, mon copain, sachant que j'adore les librairies, me dit, tu sais, la librairie qui est pas très loin, qu'à chaque fois tu me dis qu'on n'ira pas parce que, bon, ça s'appelle Phoenix Books. Puis je sais pas pourquoi, je me suis souvenu par après que je suis allée une fois, que j'ai osé une fois rentrer, mais je me souvenais plus de comment je m'étais sentie par rapport à ça. Puis c'est une librairie qui, de l'extérieur, la succursale qui est là, un peu super invitante. C'est pas comme des vitrines vraiment joyeuses et tout. Donc, ça donnait un petit peu une impression de librairie généraliste assez moyenne. Mais là, quand je suis rentrée, je me suis souvenue, c'est ça, vous allez voir la deuxième salve d'images où il y a des rayonnages qui vont très haut avec des recommandations écrites sur les étagères, écrites à la main. J'ai pas pu prendre autant d'images que je voulais parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à l'intérieur. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba. C'est une librairie, un indie bookshop, donc une librairie indépendante. Puis finalement, c'est juste que l'entrée paye pas de mine, mais après ça, on a l'impression qu'on est comme dans une espèce d'endroit, un peu comme dans Harry Potter, là, comme si quelqu'un avait agrandi l'intérieur de façon magique. Il y a tellement un inventaire de fou, que ce soit en fiction, dans des sujets plus spécialisés. Mon copain d'urbaniste s'est trouvé des trucs vraiment intéressants. Puis d'habitude, c'est des choses qui sont plus ou moins disponibles dans les librairies. Les gens ne vont pas nécessairement tenir ça. Ça reste que Burlington, c'est une ville universitaire, donc ça se peut que ça ait eu un impact, mais j'étais complètement flabbergastée. Il va falloir que j'y retourne. Je pense que ça va donner ma destination. En fait, je vais aller à Crow Bookshop parce que l'ambiance est plus intéressante, mais j'ai envie de soutenir cette librairie-là, Phoenix Books. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas plus qu'une succursale. C'est peut-être moi qui ai dans les patates puis que tout le monde connaissait depuis super longtemps. Mais moi, c'est la première fois que je réalisais que c'était une librairie indépendante américaine. Puis je pense que c'est là que je vais acheter peut-être mes livres en anglais. Je sais pas trop, là, dépendant de quand je vais aux États-Unis ou pas. Mais bref, j'ai trouvé premièrement deux trucs. Une chose que je cherchais au Canada puis j'avais vraiment de la difficulté à trouver. C'est l'édition illustrée de Neverwhere de Neil Gaiman. C'est illustré par Chris Riddle, qui est plus connu pour les illustrations de livres jeunesse. Et je vais juste vous montrer en même temps le petit Phoenix Books, si jamais vous voulez voir. Je sais pas si on peut... ouais. Et donc, Neverwhere ici. Alors, Neverwhere, j'ai pas beaucoup lu la quatrième de couverture. C'est un Neil Gaiman que je voulais depuis longtemps, mais je voulais vraiment l'avoir dans cette édition-là parce qu'il était super intéressant. Bon, il n'y a pas beaucoup, là, d'illustrations, mais c'est toujours en noir et blanc. Chris Riddle, j'adore ce qu'il fait quand c'est du young adult. Si j'ai bien compris, ça va se situer à Londres cette intrigue-là. Et ça va être un homme qui, à un moment donné, en revenant chez lui, va devoir, pas se sauver, mais intervenir pour aller aider une jeune femme qui est blessée, qui a une épaule blessée. Et il va l'aider et tout ça. Puis dès qu'il va avoir le dos tourné, elle va disparaître, puis il la retrouvera pas. Puis plus ça va aller, puis plus il va être désespéré, puis plus il va avoir l'impression qu'il appartient pas vraiment. En fait, qu'il est comme un peu comme à part dans sa vie, dans sa ville. Et c'est un monde où il y a comme un Under London, donc un sous-Londres, qui est un univers où il y a des créatures fantastiques, où, d'après ce que je peux comprendre, le bien et le mal sont peut-être un petit peu plus du côté du mal et où les rats ont un grand impact. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est Doreen, je pense. Oui, c'est ça. Doreen, la jeune femme qui disparaît. Donc, ça me tentait bien. Puis, ben là, en plus, j'ai enfin trouvé l'édition que je voulais. Donc, je l'ai pris sans aucune hésitation. Et ensuite, j'ai pris un autre classique un autre classique, non, mais un opus d'un auteur que j'aime vraiment, qui est Ben Atke, que j'ai connu pour Zita, la fille de l'espace, entre autres. Le monde selon Jack. Il y a eu plusieurs spin-offs de ces séries-là. C'est vraiment quelqu'un qui fait dans le fantastique puis l'aventure. Et puis là, il y avait celui-ci. Donc, Things in the Basement. Ça va sortir en français. Je crois que c'est Milo et les créatures du sous-sol. Quelque chose comme ça. Ça va sortir en octobre, parce que j'ai pu voir ici au Québec. Et c'est vraiment, dans le fond, Milo qui déménage dans une nouvelle maison et qui va découvrir dans son sous-sol une porte qui donne sur un monde
où il y a des créatures fantastiques et des créatures fantastiques qui vont avoir comme capturé des objets qui appartiennent à sa sœur et il va partir en quête de tout ça. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Ce que je trouvais cool, c'est que c'est pas super chargé. Je vais essayer de vous montrer un peu les illustrations, mais je sais pas si vous voyez qu'il n'y a pas tant de texte que ça. Ça m'intéressait vraiment. C'est différent de ce que j'ai vu de Benatka, qui était un petit peu plus comme dans l'action et tout ça. Là, on dirait que c'est vraiment différent. Donc ça m'a super gros intéressé. Puis ça, c'est tout... Je pense que c'est sorti récemment, ou peut-être pas, là, en anglais, il me semble. En tout cas, en français, il va paraître tout bientôt. C'est mai 2023, donc c'est quand même sorti cette année. Puis ça va paraître en français. Puis enfin, les dernières... Ben, j'ai pas mis beaucoup d'images parce que vous la connaissez bien. Mais on est rendu dimanche, puis j'ai décidé de faire une petite tournée aujourd'hui, parce que j'avais des commissions à faire. Et de faire un petit détour par la fameuse librairie Renaissance à laquelle je vais quand même souvent. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements dans l'inventaire, mais j'ai trouvé 2 trucs intéressants. Tout d'abord, le tome 2 de la série La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, que j'avais commencé, j'avais lu le premier, La Dame de Reykjavik, et j'avais envie de poursuivre la série. Bon, je ne me serais pas nécessairement acheté neuf, mais là, il était vraiment pas cher, donc c'est L'île aux secrets, donc le tome 2 de la série La Dame de Reykjavik. Je vais peut-être pas pouvoir vous lire le 4e, mais en fait, ça ressemble un peu, faire un peu référence à Ils étaient 10, parce que ce qui est indiqué en haut, c'est 4 amis séjournaient sur une île. L'un d'eux tomba de la falaise, il n'en restait plus que 3. Puis ce que je peux vous dire, c'est, sans vous divulgacher le tome 1, c'est que en fait, cette série-là, ce qu'elle a de particulier, c'est une trilogie, c'est qu'elle va à rebours. Donc le tome 1 se passe le plus tard, disons, dans la série. Puis comme là, on est 15 ans avant le tome 1, mais toujours avec le même personnage principal qui est Hulda. Donc, qui travaille encore au poste de police. Puis c'est toujours celle qui essaye de justement faire travailler sur les cold cases. Donc voilà, j'ai décidé de le prendre vu qu'il n'était pas trop cher. Et je suis tombée également sur celui-ci que j'avais étrangement identifié quand j'ai essayé de trouver des idées de polar nordique pour le fameux défi de polar nordique de Triple L de Mag cet été. Et il me tentait bien, mais je m'étais dit, je vais voir si jamais je le trouve ou pas. Puis je ne sais pas si je l'avais trouvé en livre audio, mais en gros, c'était celui-ci. C'était L'enquêteur agonisant de Leif G.W. Persson de chez Rivage Noir. Je le dis sans doute vraiment pas bien. Et celui-là, par contre, je vais peut-être vous le lire parce que si j'ai bien compris, je ne sais pas si c'est un stand-alone, mais ça ne fait pas partie d'une série, ou en tout cas, peut-être qu'il a écrit des séries, cet auteur-là, mais celui-là, c'est vraiment comme un tome unique. Alors, je vous lis ça. Lars Martin Johansson est une légende vivante. Rusé et perspicace, il est connu dans la police criminelle comme l'homme qui voyait derrière les coins. Aujourd'hui, il est à la retraite et ses années de service sont derrière lui. C'est du moins ce qu'il pense. Après avoir subi une attaque cérébrale, Johansson se retrouve à l'hôpital. Et la seule chose qui peut le sauver du désespoir est la mention par son médecin d'une affaire de meurtre non résolue. La victime, une fillette de 9 ans. Avec l'aide de son assistante, d'une détective amateur et d'un orphelin qui a un intérêt personnel dans l'histoire, il se lance dans une enquête informelle depuis son lit de convalescence. Alors, ça me tentait bien, ça me faisait vraiment penser à certaines enquêtes de Hercule Poirot où il était comme invalide, c'est Hastings qui allait sur le terrain pour finalement mener l'enquête. Donc, ça me tentait bien, je vais voir, je ne sais pas quand je vais lire cette série-là, mais bref, de toute façon, je vais vous en reparler quand je vais être prête. Alors, je vous reprends dès que je peux. Hey, bonjour! Alors, je vous refais un petit coucou rapido parce que je suis encore passée dans une autre librairie, mais je n'ai pas fait d'image. En fait, c'est chez Indigo. J'avais dit que je n'allais pas acheter de livre anglais à part chez Phoenix Books. Mais là, c'est une Canadienne. Je pense pas que je vais le trouver de toute façon aux États-Unis. Puis c'est un livre que j'ai vu passer par hasard sur une story Facebook de l'autrice Fanny Britt qui avait comme donné un peu un coup de cœur à cet ouvrage-là. Et c'est Unearthing de Kyo McClear. C'est une biographie. Ça dit que c'est une histoire d'amour complexe et de secret de famille. Et dans le fond, c'est considéré comme une biographie de la famille de Kyo McClear qui va se rendre compte finalement, alors que son père est malade après un test d'ADN, que
que son père n'est pas son père biologique. Et qu'elle va essayer finalement de partir en mode détective pour en apprendre un peu plus sur sa famille, ses secrets. Et ça me tentait vraiment beaucoup. J'ai adoré Kyo McClure qui a déjà travaillé, qui a travaillé beaucoup en l'album jeunesse. Moi, je l'ai plus connu en album jeunesse, entre autres pour son savoureux Spork ou Fourchon en français. Et j'avais vraiment bien envie. Puis écoutez, j'ai une passée comme... j'ai résisté, je suis vraiment bonne. Il y avait une promotion chez Indigo, un genre de comme acheter 3 livres, obtenir le 4e gratuit. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais, j'aurais pu en trouver, j'aurais pu m'acheter justement la version papier de Lessons in Chemistry que je suis en train d'écouter en audio, que j'adore jusqu'à maintenant, qui est comme vraiment... c'est tellement... c'est un premier roman, en plus, j'en reviens pas, là, mais c'est tellement impressionnant. C'est vraiment un roman féministe. En même temps, il y a le côté intellectuel, le côté science, le côté romance, le côté autodétermination, le côté maternité, solo-maternité, bref, plein de thèmes qui sont abordés, je vous en reparlerai. Puis oui, j'aurais pu me l'acheter en papier. Mais je dois vous dire que je me suis posé la question, je me suis dit, dans le fond, est-ce que les livres que j'achèterais, est-ce que ça serait des livres vraiment que j'aurais acheté ou que j'aurais peut-être emprunté à la bibli? Donc là, celui-là, c'est sûr que j'ai de la misère à le trouver, donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Mais pour les autres, je vais attendre. Entre autres, il y avait The Book of Rain de Thomas Warton, dont la traduction en français, La Messagère, vient juste d'apparaître chez Alto. C'est juste que comme c'est un Canadien anglais, j'avais le goût de lire en langue originale. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y avait également qui a fait presque jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, il y avait Lessons in Chemistry. Puis il y avait un livre de Brian Selznick. Je me rends compte que j'en ai lu comme 2-3 de Brian Selznick. D'ailleurs, si vous en avez jamais lu, je ne sais pas ce que vous attendez. En passant, par exemple, en français, L'invention d'Hugo Cabret, Après la foudre, parce que je les ai lus en anglais après, là, l'histoire des Marvelous, je me souviens plus trop, je vais vous mettre les couvertures. Mais celui-là, c'était Big Tree, je crois. Puis ça avait l'air d'être une espèce de science-fiction. La Terre a besoin d'être sauvée, puis c'est 2 graines qui vont réussir à sauver le tout. Donc là, j'avais le goût, mais il était, même en anglais, il était comme 42$. Puis ça vaut le coup parce que Brian Selznick, si vous ne le savez pas, c'est un auteur qui alterne narration écrite et narration visuelle. Mais là, je ne savais pas trop. Je pense que je vais essayer de voir si je peux les trouver peut-être à la bibli. Puis éventuellement, si je veux me faire des cadeaux, j'en achèterai éventuellement. Mais pour le moment, c'était comme pas tout à fait dans mon budget. Donc, voilà, c'est tout. Je vais arrêter de venir vous revoir avec mes achats intempestifs. Ça devrait être suffisant. Puis je vais continuer ma lecture audio de mon fameux livre Lessons in Chemistry que je déguste. Et je vais peut-être lire d'autres courts livres pour que vous ayez un petit peu plus de retour. Mais écoutons, cette semaine, elle sera ratée comme ça. Là, je suis dans mes vacances, puis j'ai décidé de faire ce qui me tentait sans me mettre de pression. Alors voilà, je reprends quand je peux. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou en direct de la studio mobile. Hey, écoutez, je venais juste de faire une séquence assez longue, mais je venais de me rendre compte que j'avais pas enregistré. Bravo! Alors voilà, je vais reprendre en direct de la studio mobile pour vous parler de 2 lectures que j'ai faites parce qu'en fait, je m'en vais à la bibli et je vais rapporter ces livres-là. Et là, je vais vous en parler avant. Alors, tout d'abord, un livre que j'ai vu, que j'ai eu envie de découvrir grâce à Alex Bouquet-Lamprada, également à Laura's Readings qui par la suite en a entendu parler et l'a lu. Donc, c'est le fameux Hiraya Sumi de Keigo Shinzo. C'est chez Le Lézard Noir, donc un manga, un seinen tranche de vie. Donc, là-dedans, on va retrouver Hiroto Ikuta, qui a 29 ans, qui est un jeune homme qui travaille dans un endroit où on peut aller pêcher du poisson.
et qui travaille à temps partiel, qui c'est vraiment quelqu'un qui est un peu, tu sais, il s'en fait pas dans la vie, il prend les choses une chose à la fois, il voit le meilleur du monde et il va éventuellement rencontrer une femme plutôt âgée de qui il va, en fait, à qui il va s'attacher vraiment de façon totalement impromptue et le lien va tellement être fort entre eux deux que lorsqu'elle va décéder, il va se rendre compte qu'elle lui a légué sa maison. Donc, il va aller habiter dans cette petite maison-là et il va finir par y accueillir sa cousine qui est Natsumi, qui a 18 ans, qui vient tout juste d'être acceptée à l'université en art. Et elle va débarquer chez lui, est habituée plus de vivre, d'avoir un peu son intimité, sa vie à elle, faire ce qu'elle veut et tout. Puis là, elle arrive avec un cousin qui est comme très bienveillant, qui veut prendre soin d'elle et tout. Puis elle a 18 ans, elle cherche, elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut faire, elle n'a pas trop d'amis, elle a de la misère à s'adapter à l'université, elle veut devenir mangaka en secret. Donc, voilà, c'était vraiment, on va les suivre sur, ben là, ça dit 6 jours, je sais pas vraiment si c'est 6 jours, c'est plus 6 épisodes. Donc, à l'arrivée, on va les rencontrer. Il y a le premier épisode, c'est alors que la cousine n'est pas encore arrivée, on va rencontrer dans le fond Hiroto et Madame Anae, je pense, ou Anae, je me souviens plus, de la dame âgée. Et puis après ça, on va le voir aménager dans la maison, puis arriver la nouvelle cousine. Puis ce qui est super intéressant, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose dans ce manga-là, mais c'est intéressant, c'est sur le principe des tranches de vie, c'est qu'on va les voir évoluer, avec on va voir se développer les personnages, c'est vraiment des personnages au caractère complètement différent, une qui est comme plus anxieuse et insécure, puis l'autre qui fait confiance un peu plus à la vie, et on va voir toutes ces choses-là se développer au fur et à mesure. C'est vraiment feel good jusqu'à maintenant, mais sympathique. C'est pas trop souligné à grands traits, ceci est un message et tout. J'ai vraiment aimé ça. Puis les visuels sont intéressants, je trouve, pour un manga. On est quand même dans le type manga assez quand même avec du texte et tout, mais c'est pas trop chargé quand même. J'aime bien les expressions, là, justement, pour ça, c'est Natsumi. Donc, ben voilà, c'est très chouette. Je pensais pas que j'allais nécessairement accrocher, mais là, s'il y a d'autres tomes, je vais sans doute suivre la série. Alors, ben voilà, pour la petite lecture. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, enfin, de lire le fameux livre, le livre de 1,8 livres aux éditions La Bagnole, qui a été produit au profit de l'organisme Préma Québec. Donc, c'est un livre qui pèse 1,8 livres parce que ça nous dit que c'est le poids moyen d'un enfant prématuré au Québec. Et c'est un recueil de 4 histoires qui était fait par 8 créateurs québécois et qui va, en fait, ça vont être, voyons, je vais la voir. Ces histoires vont en fait aborder la prématurité, chacune à leur manière. Donc, les créateurs, c'est Audrey Bordua et Charles-Étienne Brochu, Stéphanie Lapointe et Mathilde Philippi, Simon Boulris et Émilie Leduc, et Guillaume Corbeil et Cécile Garriépi. J'ai bien aimé ça. Comme dans les recueils, souvent c'est un peu inégal, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, la première histoire que je l'ai beaucoup aimée, mais était un petit peu plus rose, dans le sens que, tu sais, bon, ça finit quand même vraiment, ben en fait, toutes les histoires finissent bien, mais je veux dire, celle-là est un petit peu plus jovialiste, mais peut-être que pour les tout petits, ça pourrait aller. Donc, c'est les fameux picots où on va retrouver ici un petit oiseau qui va naître prématurément et qui va apprendre, avec l'aide de ses parents, à prendre l'assurance et prendre sa place, malgré le fait qu'il était prématuré. Une de mes préférées, je pense que c'est celle de Stéphanie Lapointe, le fameux Flocon, qui est un petit garçon qui qui se pose beaucoup de questions sur son unicité, parce qu'on lui a toujours dit qu'il était unique, il est né prématuré, il y a des problématiques, puis il aimerait ça être un peu moins unique, mais finalement, il se rend compte qu'il a la capacité de faire de sa vie une vie extraordinaire. Il y a le super touchant GDO de Simon Boulris. Je n'étais pas sûre, parce que des fois, Simon Boulris, ça dépend toujours ce que c'est. Des fois, ça vient moins m'accrocher, c'est-à-dire que ça commence souvent bien, puis après ça, je décroche, mais là, j'ai trouvé ça intéressant. Là, on est vraiment plus dans la prématurité, le temps à l'hôpital, jusqu'à ce que l'enfant devienne viable et tout. Donc, je trouve ça super touchant comment ça a été abordé. Ça, c'est super d'ailleurs, le travail visuel. Là, ça, c'est lorsque le père doit se diviser entre sa femme qui a de la misère à se remettre de l'accouchement et le bébé qui est en néonatalité. Et enfin, la dernière histoire, qui est une histoire qui est Billy, qui est sympathique. On est plus dans la famille ici. Donc oui, on va parler de la prématurité, mais plus du côté, ça fait en sorte que la famille
comme la prématurité, souvent, ça va être vraiment juste les parents proches qui vont pouvoir y aller, donc, parce que sinon, si l'enfant est vraiment en danger et tout, c'est comment on peut faire partie d'une famille éventuellement, puis comment la famille peut être importante, puis peut devenir un soutien. Donc, c'est super intéressant. C'est un visuel qui est très différent. Mais bref, finalement, ça parle vraiment de 4 aspects différents de la prématurité. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant que ça se... Bon, je sais bien qu'ils ont dû travailler fort là-dessus, mais des fois, dans les recueils, c'est un peu inégal. Mais là, j'ai trouvé que chaque histoire avait ses points forts. Puis vraiment, les illustrateurs sont excellents. Donc, c'est vraiment un bon coup. Là, moi, j'empruntais à la Bibli, mais si jamais c'est encore disponible, vous savez que si vous l'achetez, les profits en entier vont aller à Préma Québec. Donc, ça vaut quand même le coup peut-être là, de... Parce que ces créateurs-là ont décidé de donner, en fait, leur création en fait, de faire ça pour que, justement, toutes les redevances aillent à l'organisme Préma Québec. Donc, ça vaut quand même le coup. Donc, si jamais ça vous dit, c'est ça ici, c'est chez La Bagnole et c'est... Oups! C'est le livre de 1,8 livres. Alors voilà, donc ça c'était mon autre lecture que j'ai faite. Et ben c'est ça, je vais aller à la Bibli pour voir si j'attrape quelques autres livres au vol. Puis ben je vais peut-être clore le vlog tout de suite après ou je le clôt tout de suite. Je sais pas. Je vous reviens peut-être quelques minutes juste pour faire la clôture du vlog. Ben voilà. On verra bien. Hey, bonsoir! Alors, me revoici in extremis, finalement, pour clore ce vlog. Et j'ai terminé en numérique le complètement extraordinaire Lessons in Chemistry de Bonnie Garmis. J'ai juste de terminer, fait que ça va être très frais. Je sais pas si je vais arriver à dire quelque chose de structuré. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est une note parfaite. C'est... Je sais pas comment vraiment décrire ça. Je pense que c'est un roman scientifico-historico-féministe. Et plus on va plus on va avancer dans le roman, puis plus on va apprendre à connaître les personnages. Puis ce sont tous des personnages hyper bien construits, avec une histoire pas toujours des plus faciles, avec des liens inextricables qui les lient, à leur insu des fois dans certains cas. Et j'ai adoré Elisabeth Zott, sa fameuse fille Mad, qui est assez Madeleine, qui est assez extraordinaire. Et c'est drôle que cette semaine, j'ai lu une BD sur le haut potentiel intellectuel, parce que visiblement, c'est quelque chose qui concerne Madeleine, et clairement. Donc, une jeune fille qui a été élevée avec toutes les opportunités d'éducation, alors que c'était une époque où pour les filles, c'était pas nécessairement quelque chose qui était priorisé, pour ne pas dire qui n'était pas du tout priorisé, et avec une mère qui lui disait qu'elle pouvait faire, dans le fond, qu'elle pouvait atteindre tout ce qu'elle voulait, ce qui fait que cette fameuse Madeleine-là a appris à lire très tôt, et a appris à réfléchir de façon scientifique très tôt, et ça fait de quelqu'un de très... no-nonsense très jeune, mais aussi de très humaine, de très sensible, elle a une acuité, une perception qui est très juste pour un enfant. Donc, de cet âge-là, je veux dire, parce que les enfants, souvent, ils vont percevoir les choses beaucoup mieux que les adultes, mais ils ne sont pas toujours capables de le mettre en mots. Mais elle est capable. Bon, je sais bien que c'est une fiction, mais cela dit, les personnages sont crédibles, même s'ils semblent être un peu des super-héros pour l'époque. Mais cette époque-là, même si c'est de la fiction, mais cette époque-là, c'est sûr que ça a fait germer des super-héroïnes particulièrement, en raison du fait que les femmes étaient vraiment discréditées, il n'y avait pas de droit et tout. Et ça a fait peut-être sortir justement la détermination, l'autodétermination. C'est vraiment un roman sur l'autodétermination, sur savoir saisir les opportunités ou savoir créer des opportunités, ne pas laisser les choses qu'on ne contrôle pas nous définir. Donc, ça a l'air un peu d'une espèce de livre de croissance personnelle, mais non, pas vraiment. C'est sûr que, bon, techniquement, si on prend ça au premier niveau, ça pourrait être ça, mais c'est super inspirant. On aimerait ça qu'Elisabeth Zott ait vraiment existé. En fait, pour moi, elle a comme quasiment existé. Puis en fait, elle doit incarner plusieurs femmes de cette époque-là qui étaient dans différents domaines, et surtout particulièrement en sciences. Et donc,
parfois le nom est resté dessus. Donc, je trouve ça intéressant. C'est vraiment un personnage qui devient un peu comme un archétype. Mais c'est surtout une histoire humaine, une histoire d'amour, mais pas romance, une histoire d'amour, une vraie histoire de connexion, une vraie histoire de complicité, d'atomes crochus, sans faire de jeu de mots, de vrais atomes crochus sincères et sains, de beaucoup d'aléas, de deuil, de prise de conscience, de trahison, mais en même temps de résilience, d'autodétermination, puis mais aussi d'humour, aussi de moments attachants, aussi de moments savoureux. Et puis aussi, ça donne envie d'apprendre à cuisiner. Je dis ça comme ça. Donc, ça reste qu'au départ, Elisabeth Zott est une scientifique, une chimiste, comme je vous avais quand même dit, et elle va finir, comme devient une mère solo-parentale, par prendre une place d'émission culinaire de l'heure du souper, mais elle va décider d'en faire ce qu'elle veut en faire, c'est-à-dire un lieu d'émancipation des femmes. Elle va aller étant donné qu'elle les rejoint dans les cuisines, elle va décider de les traiter comme les adultes qu'elles sont et de leur apprendre la chimie en même temps que la cuisine de façon à ce qu'elles comprennent peut-être un petit peu mieux aussi la perspective de la vie et leur capacité de changer certaines choses ou non. C'est ça. Donc, c'est ça qui va se passer, mais ça reste qu'elle demeure une chimiste quand même au fond d'elle-même. Puis ça va être cette espèce de côté-là un peu qui va être confrontant tout le long. En parallèle de ça, il va y avoir euh, un portrait de la société de l'époque avec tout ce qu'il y a de mâle dominant, de mâle d'abus, d'appropriation de travaux sans consentement, bref, toute l'horreur qu'on peut connaître, qu'on peut imaginer. Mais il va aussi avoir un fond de quête d'identité de la jeune Madeleine qui va finir par être l'enquête de fond qui va faire en sorte qu'on va finir par comprendre qui est qui, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le fameux amoureux de Elizabeth Zott, Calvin Evans. Qui était-il finalement? Était-il vraiment qui il pensait? Donc, c'est super intéressant. La structure du récit est intéressante également parce qu'on va commencer, je dirais, comme si on était sur une ligne de temps, peut-être un peu passer la moitié dans la ligne de temps. Donc, quand Madeleine est née, elle est encore toute jeune, puis elle est en fait, toute jeune. Elle est encore elle va à l'école, donc on dirait 5 ans peut-être. Et rapidement, on va finir par aller dans le passé parce que, dans le fond, Elisabeth Zott va faire découvrir au lecteur comment elle a connu ce qu'on pense être et ce qu'on finit par comprendre être. C'est le père de Madeleine, donc Calvin Evans. Et évidemment, en même temps, on va voir aussi comment ses études sont passées, ce qu'elle a vécu qui était terrible, son début de carrière. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va avoir mené au fait que Madeleine va naître? Puisqu'au départ, quand on connaît les deux personnes qui sont ensemble, c'est pas nécessairement un couple elle refuse de se marier, elle veut pas avoir d'enfant, elle veut être vraiment une scientifique et un point c'est tout. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que finalement, quand on commence le roman, elle a un enfant de 5 ans, elle semble monoparentale. Donc, tout le long, on va faire ça comme ça. Après ça, on va revenir, en fait, au moment où on a commencé le roman. Ça fait quand même quasiment un 2 tiers de roman. Et à partir de là, on va justement repartir un petit peu vers, euh, dans le fond, en temps réel, puis avec des petits sauts dans le passé, parce qu'évidemment, moi, je vous dis, il y a plusieurs choses qui vont se passer. La quête de sens du personnage principal, la quête d'identité de la fille du personnage principal, mais aussi la quête d'identité indirecte du fameux Calvin Evans. Donc, un coup de cœur total. Donc, je sais pas, mais boudez pas votre plaisir. Je vous avais mis la petite vignette de la version française. Je vais vous la remettre ici aussi. Je sais pas du tout à quoi ressemble la traduction, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'ai commencé en livre audio, mais je l'ai terminé en livre numérique, puis parce que je n'étais pas capable vraiment d'attendre pour le terminer. Donc, vraiment, ça vaut le coup. C'est un coup de cœur total. Donc, n'hésitez surtout pas, lancez-vous si vous avez besoin d'inspiration. Puis là, ben, je dis ça, c'est sûr que ça reste que ce sont des personnages féminins, puis ça témoigne
d'une expérience féminine à une époque où les hommes étaient dominants dans la société, autoproclamés dominants, disons. Mais ça reste que dans ce livre-là, ce que je trouve intéressant, c'est que on va croiser, oui, des personnages de mâles dominants, entre guillemets, mais aussi des personnages d'hommes qui finalement s'identifient pas vraiment aux standards de l'époque, mais qui savent pas trop comment prendre position et tout ça. Donc c'est super intéressant parce que ça met pas justement les hommes en dehors de l'équation. Donc je trouve ça cool. Alors voilà. Ben, écoutez, sur ces mots, j'aimerais bien clore ce vlog finalement de cette semaine. Qui a été une semaine un peu différente en termes de lecture parce que j'ai pas nécessairement enchaîné les lectures audio. J'étais en vacances, donc j'ai lu plus, comme vous avez pu le voir, plus des graphiques en parallèle de ma lecture parce que je voulais vraiment les tirer puis bien en profiter. Et puis, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis de découvrir certains titres peut-être qui vous intriguent, dans lesquels vous voulez vous plonger. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite des superbes lectures, comme d'habitude. Si jamais vous avez envie de me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner, pouce en l'air, mais surtout partager sur le réseau pour que je puisse avoir peut-être un petit peu, pour que je puisse rayonner dans d'autres cercles que ceux que je connais habituellement. Et puis, ben, d'ici à ce qu'on se voit, ben, j'espère que vous allez trouver livre à votre main. Et je vous dis à la prochaine!